Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes associé stratégiste chez Platinum Gestion et membre fondateur des Éconoclastes. Alors, Olivier, on a un marché très attentiste en ce moment, en Europe, même aux États-Unis aussi. Est-ce que finalement, on n'attend pas le Brexit pour prendre une direction? On attend le Brexit, on attend des indications de la part des banques centrales, on attend toujours quelque chose de toute façon. Là, on est un peu déboussolé, c'est-à-dire que on a de mauvais chiffres, on va dire une mauvaise ambiance, hein. Mhm. Et puis on essaie de se rassurer en se disant que les banquiers centraux seront toujours derrière pour pousser. Simplement, il y a quand même quelque chose qui a évolué depuis quelques mois, c'est que quand on entend les discours de Madame Yellen, qui semble quand même un peu perdue, de Monsieur Kuroda et de Monsieur Abe au Japon, alors qui eux, pour le coup, sont en panique totale, on peut se poser des questions quand même sur L'efficience des politiques monétaires? sur l'efficience des politiques monétaires, non, parce que je pense qu'on a répondu depuis longtemps que ça ne servait à rien. Mais sur cette espèce d'idée sacro-sainte que la banque centrale était toute puissante et que finalement elle allait arriver contre vent et marée à continuer à faire monter les marchés. Et donc ça, c'est un changement d'ambiance, mais qui va mettre du temps, hein. À se matérialiser donc. À se matérialiser. Donc dans un premier temps, il n'y a qu'à voir la réaction de vendredi. Vendredi, des chiffres qui ont surpris beaucoup de monde. Alors, vous parlez des chiffres de l'emploi aux Des États-Unis? chiffres de l'emploi aux États-unis. Avec seulement 38 000 créations d'emplois, hein, Voilà. c'est ça? Et puis, quand on rentre dans les détails, qui étaient franchement mauvais, et de façon unanime, hein, c'est pas uniquement quelques spécialistes qui ont dit que c'était mauvais, c'était de façon unanime. On a vu fleurir derrière un certain nombre d'études de JP Morgan et autres qui s'interrogeaient lourdement sur la récession américaine. Le chiffre tombe, ça baisse un tout petit peu sur les indices américains, et on finit à moins 0,30 sur le Standard & Poor's, et aujourd'hui on est en hausse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on poursuit dans cette optique qui est de dire, de toute façon, une mauvaise nouvelle fait que Madame Yellen ne montera très probablement pas ses taux, et qu'en plus, elle est prête, s'il le faut, soit à les rebaisser, soit vous balancer un QE4, etc. Et donc, on a papa derrière avec le gros chéquier, donc tout va bien. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que dans un marché comme celui-là, qui est complètement accro à la liquidité des banques centrales, et en tout cas dont la psychologie est conditionnée par cette perfusion, on n'a pas forcément des potentiels de gains conséquents, mais on n'a pas non plus de risque de décrochage majeur? Vous avez un risque de décrochage, c'est-à-dire quand les gens vont vraiment prendre conscience que les banquiers centraux n'ont plus la main, c'est grave, c'est grave. Quand on entend, franchement, quand on entend les dirigeants japonais, aujourd'hui, on voit qu'ils sont terrorisés. Ils sont terrorisés parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Alors vous faites allusion à la sortie de Shinzo Abe, notamment lors du G7, où il s'inquiétait d'une réplique de la crise de 2008. Voilà. Et puis mais en disant que c'était beaucoup plus grave et qu'ils ne savaient pas du tout quoi faire. C'est ça le pire, c'est-à-dire qu'on entend dans la bouche des dirigeants de banques centrales ou des dirigeants de pays, en l'occurrence le Premier ministre japonais, qu'ils ne savent plus quoi faire. De toute façon, on sait bien on ne sait plus quoi faire. Les taux sont à zéro, voire négatifs, hein. L'arme des QE, on en est revenu, hein. Beaucoup ont quand même constaté que ça ne faisait pas grand-chose sur l'économie réelle. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, après, il y a eu des délires, l'hélicoptère monnaie, allez, on va tous distribuer des liasses, etc. Mais ça a une conséquence. La conséquence, c'est quoi? C'est que les billets que vous distribuez, ils n'ont aucune valeur. Donc, on voit bien qu'ils sont bloqués, qu'ils ne savent plus quoi faire. Vous avez une Madame Yellen qui était très va-t-en-guerre, on va monter les taux, etc., parce que je veux me redonner de la marge.
Puis maintenant, qui fait 3 pas en arrière en disant, bah oui, peut-être que... il y a le Brexit, alors je ne peux pas faire grand-chose avec le Brexit. La dernière fois, c'était les Chinois, là, c'est le Brexit, la prochaine fois, ça sera autre chose. Peu importe, mais on voit qu'ils sont pas du tout, ils ne savent plus quoi faire et que c'est normal qu'ils ne sachent plus quoi faire pour la bonne et simple raison que quand on rentre dans ce système-là, on ne peut pas en sortir. On a l'exemple japonais, on ne peut pas y arriver. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus. C'est le même principe que la drogue. Hein. Donc, vous avez besoin d'un shoot de plus en plus fort. Alors, on ne peut pas en sortir sauf à passer par un défaut, une restructuration monumentale. Oui, personne ne le fera. Hein. Personne politiquement ne veut prendre le risque de le faire. Quand vous le faites, vous ruinez votre population entièrement. Il faut le savoir. Aujourd'hui, qui détient la dette? Alors, nos politiques vont dire en France, ah ben non, mais c'est pas grave, la dette, elle est détenue par l'étranger. Mais absolument pas. Tous les produits bancaires, c'est de la dette. L'assurance vie, c'est de la dette. Tout le monde en a de la dette. À partir du moment où vous faites défaut sur la dette, ça veut dire que vous ruinez toute votre population. Ça veut dire que après, vous ne circulez pas sans gilet pare-balles, parce que ça risque d'être saignant pour vous. On connaît, Olivier, en effet, votre analyse sur la politique monétaire telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par les banques centrales et l'impasse qu'elle constitue à vos yeux. Mais je reviens au Brexit. Est-ce que ça peut être un catalyseur, encore une fois, d'émergence d'une vraie tendance à la hausse ou à la baisse sur les marchés? Non, le Brexit peut vous donner deux choses. Soit ils sortent de l'Europe, et alors contrairement à ce qu'on dit, il ne va pas se passer de catastrophe. On ne va pas boucher le tunnel, les nouveau-nés ne vont pas mourir, il n'y aura pas la peste en Angleterre, donc ça va bien se passer, on va continuer à faire du business avec les Anglais. Donc ils n'ont depuis le départ qu'un doigt de pied en Europe. Donc s'ils retirent leur doigt de pied, ça ne va pas changer la face du monde. Donc il ne se passera rien. Ne croyez pas que ça va être la fin du monde pour les Anglais. Donc, ça c'est économiquement. Mais est-ce que sur les marchés, il ne pourrait pas y avoir une incidence? Vous pouvez avoir un peu de volatilité pendant 2 jours, 3 jours. Enfin, je veux dire, ça a déjà été anticipé sur le sterling. Enfin, je veux dire, pour moi, il y aura absolument rien de majeur. Si en revanche, il reste dans l'Europe, je pense qu'on se servira de ce prétexte sur les marchés pour sortir ceux qui se sont déclarés vendeurs. On aura une hausse très probable de 5-6%. Ça ira pas très loin, mais de 5-6% sur les marchés, ce qui fera un nouveau plus haut, notamment sur le Standard & Poor's, qui n'en a pourtant que cure. C'est pas le sujet pour eux. Et derrière, vous aurez en revanche là toute la place pour jouer la récession américaine. Et dans ce cas-là, c'est moins 40, moins 50. Alors, la récession américaine, on a reçu Pierre Sabatier il n'y a pas si longtemps. Il dit que c'est en effet le risque, c'est l'opinion que vous formulez, vous également. Mais ce n'est pas un risque, pour moi, c'est avéré. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas attendre que le NBER me dise l'année dernière, sur les 2 premiers trimestres, vous étiez en négatif. Ce n'est pas ça une récession. Ce n'est pas parce que le NBER l'a décidé. Vous êtes dans un pays aujourd'hui où vous avez des résultats en recul, et en recul important. Vous avez à peu près un tiers de la population, 101 millions d'Américains qui devraient travailler, qui sont en âge de travailler, qui ne travaillent pas. Et vous avez des chiffres de vente au détail, de commandes de biens durables, de stock, etc., qui prouvent qu'on est en récession, d'ores et déjà. Alors, après, qu'elle ne soit pas nommée récession, moi, personnellement, je m'en fiche, mais je vous pose la question. S'il y a 20 ans, on vous avait dit, aux États-Unis, il y aura 100 millions de personnes qui ne travailleront pas, et des gens qui sont plutôt à temps partiel, qui sont mal payés, on a créé des postes de façon ahurissante de barman, de serveur, etc. En revanche, il n'y a pas un poste industriel qui a été créé depuis des années. Vous auriez dit, c'est une blague. Ah oui, mais ce n'est pas une blague.
Et ça se passe dans la première puissance économique au monde. Donc, je pense qu'on est en récession, et si on n'est pas techniquement en récession, on le sera dans l'année de toute façon. Donc, à un moment, il faudra le jouer. Or, aujourd'hui, les marchés ne tiennent que sur l'appréciation des PE, pas du tout sur la hausse des résultats. Et donc, je pense que l'indice devrait, la vraie évaluation du Standard & Poor's, c'est très probablement 40 à 50% en dessous, oui. Alors, on n'y est pas encore. Non. Et certains vous feront remarquer que pour le moment, même si en effet les chiffres se détériorent du côté de l'emploi, qu'on a noté également une inflexion depuis un certain temps de l'investissement, la conso tient. Oui, la conso tient. Alors, c'est toujours la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire que la conso tient comment? Il faut aller regarder réellement ce qui sont les composantes de cette consommation. Les composantes de cette consommation, c'est une envolée des prêts étudiants qui ne sont pas faits à des étudiants, mais à des gens qui n'ont plus de boulot, qui est une envolée des prêts subprime de l'automobile, et qui est aussi des désaisonnalisations multiples, etc., pour faire apparaître un chiffre positif quand il y a des chiffres négatifs. On est dans une société qui est de la pure apparence, du pur marketing. On est comme en 2007 finalement? On entretient l'illusion, mais non, mais on est comme en Chine, c'est bien pire. On est comme en Chine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous donne des chiffres qui sont des chiffres chinois. C'est pas plus, pas moins. Malheureusement, ça arrive aux États-Unis. Alors, il y a certains chiffres qu'on a, mais personne ne veut se donner la peine d'aller les regarder, c'est le BLS, etc. Donc tout le monde est content avec un 4,7% de chômage et personne ne veut aller regarder plus loin. Mais quand vous regardez plus loin, c'est juste catastrophique. Enfin, c'est épouvantable. C'est bien plus épouvantable que ce que vous donne le chiffre brut. Et c'est pareil, malheureusement, pour beaucoup de chiffres. Alors ça fait très conspirationniste ce que je raconte, mais c'est la réalité. Allez vous plonger dans les chiffres, allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que brusquement, à la suite d'une série de chiffres qui étaient décevants en vente au détail, tout d'un coup le BEA dit on va désaisonnaliser une deuxième fois? Pourquoi? Parce qu'avant, le temps n'était pas pareil, les saisons n'étaient pas les mêmes, etc. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils vont remettre une formule magique qui va permettre de faire passer un chiffre négatif en chiffre positif. On peut quand même se poser des questions. Quel est le but? Le but, c'est tout simple, c'est de vous entretenir dans une illusion qui vous permet de continuer à investir sur les marchés sans trop vous poser de questions. Bon, alors, si on entérine le fait que les États-Unis sont en récession, comme vous le dites, quelle conclusion on en tire du point de vue de l'investissement? Est-ce que le dollar doit se déprécier? Est-ce qu'il faut jouer les taux américains parce que finalement, ils seront un refuge, le marché des taux sera un refuge? Alors, vous avez deux choses. D'abord, la première chose sur le dollar, c'est à mon avis extrêmement facile. C'est-à-dire que vous revenez 6 mois en arrière. 6 mois en arrière, on vous disait quoi? On vous disait le dollar va à la parité avec l'euro. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on faisait le grand écart entre deux positions de banque centrale. Une qui arrosait tant qu'elle pouvait, c'était M. Draghi. Et puis, de l'autre côté, Mme Yellen, qui était censée revenir à quelque chose de plus orthodoxe et donc de monter les taux. Et puis tout d'un coup, depuis le début de l'année, on commence à se poser des questions sur les États-Unis sont-ils en récession, pas en récession. On a eu les premiers résultats du premier trimestre des sociétés qui sont mauvais, d'accord, même s'il y a encore de l'habillage parce qu'elles rachètent leurs propres titres, etc., mais qui sont mauvais. Là aussi, vous avez évidemment une constatation à faire, c'est que comme par hasard, toutes les boîtes de vente au détail, toutes les boîtes de grande surface, etc., annoncent des licenciements, révisent leurs résultats en baisse, vous annoncent des profit warnings, et on vous dit, mais la consommation se porte bien, aucun souci. Donc, vous êtes au départ dans un grand écart, qui aujourd'hui ne l'est plus, puisque vous apercevez que Mme Yellen
se fait un peu tirer l'oreille pour monter ses taux, et que de l'autre côté, M. Draghi, a priori, a un monsieur qui s'appelle M. Schäuble, qui est derrière lui et qui lui tape un peu sur les doigts en ce moment en lui disant c'est bon, votre politique de taux zéro et de taux négatif, mais ça n'arrange pas mes petits retraités allemands. Donc, on est contraint d'un côté, on est contraint par la macroéconomie de l'autre côté, et donc on s'aperçoit que ce grand écart n'en est plus un. Et à partir de ce moment-là, vous devez avoir le dollar qui baisse. Moi, je pense qu'on ira voir incessamment sous peu, sauf gros Trafalgar européen majeur, et pas juste l'Angleterre qui sort de l'Europe, hein, mais quelque chose de plus costaud que ça. Mais sinon, vous irez voir un 20, un 25 sur le dollar. Et puis sur les taux d'intérêt, évidemment, vous êtes encore à 1,70 sur 1,74 sur les taux à 10 ans américains. Si vraiment les États-Unis sont en récession, comme je le pense, vous irez voir en dessous de 1 sur le 10 ans américain. Donc, faites le calcul, vous passez d'un 70 de rendement à 1, vous avez de quoi faire un petit peu de bénéfice sur les obligues. Et donc, voilà, ça ne me paraît pas... Baisse du dollar, taux US, on a compris vos préférences. Olivier, merci.